Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de m'accueillir chez vous, merci de m'accueillir dans votre case, merci de m'accueillir sur votre petit écran. Alors aujourd'hui pour notre émission, je vous propose de parler d'une activité artistique qui est la linogravure. Eh bien, on en parle dans notre rubrique Job Éducation avec Marie-Hélène. Ensuite, je vous propose de découvrir une recette, les macarons, donc dans notre rubrique gastronomique. Et enfin, pour notre rubrique On s'occupe de vous, on va à la rencontre d'un cardiologue. On en parle avec Anna Chiron dans notre rubrique santé. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Cécile Kayaba. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes justement infirmière en service de dialyse et coordinatrice de la Journée mondiale du rein. Donc, on est là aujourd'hui pour parler justement de la Journée mondiale du rein. Mais avant de parler de ce sujet-là, donc vous travaillez également pour l'ATIR et le RESIR. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous parler, on va dire, de ces deux organismes? Quelle est la différence de mission? Alors l'ATIR, c'est l'Association pour le traitement de l'insuffisance rénale. C'est une association qui prend en charge la dialyse péritonéale et l'hémodialyse sur le territoire. Elle n'est pas la seule, avec le CHT également et l'UNH qui est à la baie des Citrons. Le RESIR, lui, c'est le réseau de l'insuffisance rénale. Il a des missions plus larges, des missions de prévention avec par exemple cette journée du rein dont le but est de sensibiliser le grand public à cette pathologie qui a beaucoup d'importance ici. Des missions également de formation auprès du personnel qui travaille en néphrologie et en dialyse. Des missions également d'épidémiologie pour répertorier le nombre de patients traités sur le territoire. Et des missions de coordination entre les trois promoteurs de l'insuffisance rénale pour améliorer la prise en charge des patients et faire au mieux notre travail. Alors donc aujourd'hui on parle du rein et généralement de la dialyse. Alors que peut-on dire de la situation en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'elle est aggravante? Alors effectivement la situation est préoccupante en Nouvelle-Calédonie. On a pratiquement 3 fois plus de patients qu'en France si on rapporte au nombre d'habitants. En 2013, on avait 437 patients dialysés et 130 patients transplantés. C'est une population, la population dialysée est plus jeune qu'en métropole. Donc effectivement, on s'attend à ce que les chiffres augmentent et on fait partie des pays les plus touchés par ce souci. Alors quel est le constat? On le sait aujourd'hui, concrètement, quel est le constat? Pourquoi justement les gens sont dialysés? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais la malbouffe, comme on dit, est très souvent en cause. L'hypertension et le diabète sont les pathologies, les facteurs de risque de l'insuffisance rénale. Et bien souvent, ce sont ces pathologies maltraitées qui amènent les patients en dialyse. Et il est vrai que si on mangeait, d'une manière générale, tout le monde est concerné, si on mangeait moins sucré, moins gras, et moins salé, on éviterait le diabète de type 2 et l'hypertension. Et en Nouvelle-Calédonie, justement, avec l'augmentation de fast-food, mais même culturellement, les Océaniens, comme les Mélanésiens, on mange beaucoup de féculents. Donc, comment passer le mot, comment faites-vous la prévention pour Eh bien, ce qui est vraiment facile, je pense, à faire, c'est de diminuer la consommation de soda. C'est très triste de voir tout le monde se promener avec des bouteilles de soda en tout genre à la main, alors qu'une bonne bouteille d'eau... Les enfants, mais malheureusement, même les parents consomment beaucoup trop de sucre. Et toutes ces boissons sont très nocives pour la santé. Et il serait bien mieux pour tout le monde de boire de l'eau. Alors, médicalement, qu'est-ce qui fait qu'on a mal au rein? Quel est le rôle du rein au niveau du corps? Alors, cette expression « avoir mal au rein » est souvent mal utilisée. C'est une expression qui signifie avoir mal au dos, mais les reins ne sont pas en cause dans ce cas-là. Le gros souci de l'insuffisance rénale chronique, effectivement, c'est que c'est une maladie lente et silencieuse et que bien souvent, on a des symptômes qu'à un stade très tardif de la maladie. D'accord. C'est pour cela qu'il faut consulter régulièrement son médecin traitant et faire surveiller... Un bilan de santé. Voilà, faire régulièrement ses bilans de santé, faire surveiller sa tension et son diabète si on en a. En tout cas, contrôler régulièrement ça pour le traiter, parce que ce sont des pathologies, l'hypertension et le diabète, qui peuvent être soignés
pas guéris, mais en tout cas peuvent être équilibrés et éviter la dialyse. Alors aujourd'hui, est-ce qu'au niveau des politiques de santé en Nouvelle-Calédonie, en parlant de budget, des moyens qui sont mis en place, est-ce que justement tout est mis en place pour le malade du rein ou du dialysé? Alors, les 3 traitements de l'insuffisance rénale sont l'hémodialyse, la dialyse péritonéale et la greffe rénale. Et effectivement, les 3 sont possibles en Calédonie. Donc, on a quand même une bonne offre de soins à ce niveau-là, puisque il y a des centres d'hémodialyse un peu partout sur le territoire, dans le nord, Comac, Pointe-Dimier, mais également sur les îles Loyauté et à Wallis. La dialyse péritonéale se fait à domicile, donc c'est aussi bien approprié pour certains patients qui habitent dans des coins reculés. Et la greffe rénale est aussi possible par le biais soit de donneurs vivants, avec un donneur généralement un membre de la famille. Ces personnes-là, donc tout le dossier de greffe est fait sur le territoire et ils partent à Sydney pour la greffe. Il y a également une liste locale d'attente de greffe. Donc les personnes peuvent être inscrites, le dossier de greffe peut être fait en Calédonie et lorsqu'ils sont contactés, ils partent à Sydney également pour être greffés. Et la troisième possibilité, c'est d'aller en France pour être inscrit sur la liste d'attente en France et être greffé en métropole. D'accord. Et je veux dire, ces gens sont bien accompagnés de A à Z. Comment ça se passe? Oui, c'est bien pris en charge. Au niveau des remboursements CAFA, tout est pris en charge, il n'y a pas de souci là-dessus. Les néphrologues sont bien au clair et expliquent aux patients très bien les possibilités qu'ils ont. Alors, il faut améliorer la communication. C'est vrai que la barrière de la langue, des fois, est assez conséquente en Nouvelle-Calédonie. Et donc, aujourd'hui, 12 mars, c'est la journée mondiale, justement, du rein. Qu'est-ce qui va se passer concrètement durant cette journée? Alors, donc, nous sommes dans la salle d'honneur de la mairie toute la journée, de 9 h à 17 h. Il y aura des stands de dépistage pour l'hypertension et le diabète principalement, avec toute une session de l'école de l'IFPSS, de l'école d'infirmiers, qui ont fait un gros travail pour participer, donner un maximum d'informations sur le fonctionnement du rein et la pathologie. Il y aura également des diététiciennes qui seront présentes, qui pourront donner des conseils. Il y aura également la coordinatrice des greffes qui peut également donner pas mal d'informations. De nombreuses associations de patients seront présents aussi, ils pourront témoigner de leur parcours. Il y aura également une conférence à 13 h du président du Résir, qui est néphrologue, et qui parlera également de cette pathologie. Donc, on espère qu'un maximum de personnes viendront nous poser des questions et se renseigner. Alors, est-ce qu'on guérit, on va dire Non, on ne guérit pas de l'insuffisance rénale. Une fois que les reins sont détériorés, malheureusement, on ne sait pas les réparer. Comment on suit justement des personnes qui savent que voilà, c'est trop tard? Alors, c'est trop tard. Il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire dans l'alimentation et dans les traitements pour vivre quand même correctement. Ensuite, suivant le choix de traitement, que ce soit l'hémodialyse, la dialyse péritonéale ou la greffe, la prise en charge sera différente. Mais le patient a une nouvelle vie qui est différente de la précédente, mais qui est tout à fait faisable. Alors, donc, cette journée va se dérouler ici à Nouméa. Est-ce qu'il y aura une décentralisation? Est-ce que cette journée va se faire également au nord, aux îles Loyauté? Oui, à Comac, il y a également une animation qui sera faite avec un débat sur le don d'organes, justement. Et à Lifou, normalement, ce sera décalé, c'est-à-dire que ce sera samedi matin, qu'il y aura des stands de dépistage pour le diabète et l'hypertension, avec des informations du personnel qui effectue la dialyse sur place. En fait. Voilà, donc autre chose à rajouter pour terminer cet entretien, est-ce que vous avez un message à passer aux Calédoniens aujourd'hui? Le message, c'est surtout de voir son médecin traitant régulièrement, de ne pas hésiter à poser des questions sur ce sujet, parce qu'effectivement, on est tous confrontés à ce genre de soucis un jour. Faire des efforts en ce qui concerne l'alimentation, éviter de rajouter du sel. Il faut savoir que tous les plats préparés, cuisinés, surgelés ou en boîte sont déjà très salés. Donc, essayez de ne pas trop en consommer et surtout ne pas ajouter de sel dans ces produits-là.
Voilà, c'est avec ce message que se finit cet entretien. Donc Cécile, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Élise. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Bonjour Anna, alors où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui pour débuter cette petite balade pleine d'infos? Alors bonjour Élise et bonjour à tous. Alors si tu veux bien, on va un point d'imier pour commencer. Allez. Alors on va parler de Zumba avec l'association Muyuma, donc qui propose des cours le mercredi et le jeudi, non les mardis et jeudis pardon, de 17h20 à 18h30 et ça se passe à la salle du côté de Tibarama. Et alors il y aura des cours qui seront spécialement dédiés aux enfants de 9 à 13 ans et ça se fera donc tous les mercredis de 15h30 à 16h30. Alors un contact Anna pour ceux qui seraient intéressés. Alors si Pointe-d'Imier est à côté, les communes alentours, vous êtes intéressés par la Zumba, vous pouvez contacter l'association au 78 48 30 et vous demandez Muriel et puis donc elle vous donnera tous les renseignements. Et puis donc une petite précision pour les étudiants, c'est demi-tarif, donc c'est quand même intéressant. Alors voilà, possibilité de se défouler, de faire l'activité physique tout en s'amusant. Alors, je te propose, moi, si tu veux bien, à l'après-midi, essayer la Zumba. Si c'est pour partir au nord, je suis toujours prête. Et surtout que si c'est pour danser la Zumba, je suis prête. Et maintenant, où est-ce que tu nous emmènes, Anna? Alors là, on va aller à Koumak. On ne va plus parler de danse. Là, cette fois, on va parler randonnée. Puisqu'il y a l'association Rando Raider de Koumak qui organise donc une petite randonnée là-bas. Et ça se passe le samedi 14 mars. Alors, en fait, c'est une journée randonnée. Il y a 2 parcours, c'est au choix. Alors, un niveau moyen qui fait quand même 1h30 de marche. Et puis, ça, c'est le petit parcours. Et puis, un autre, toujours du niveau moyen. Mais là, cette fois, c'est un mini-raid. Alors là, c'est au choix. Soit on prend 1h30 de marche, ou soit le mini-raid. Et ça se passe sur 10 km pour le mini-raid. On demande quand même une petite participation qui est de 800 francs par personne, voilà, pour la journée de randonnée à Koumak. Si ça vous intéresse, vous pouvez avoir plus de renseignements en contactant le 78 81 53. Et puis donc les inscriptions, c'est jusqu'à aujourd'hui, donc dernier jour. Profitez, appelez pour vous inscrire si vous voulez aller marcher du côté de Koumak. Voilà, donc les randonneurs, surtout n'oubliez pas d'apporter vos casquettes. Et on enchaîne donc avec un autre sujet, une autre information. Là. En fait, c'est un petit rappel, Élise, ça concerne l'ensemble de la population, puisqu'on parle de l'accès à l'îlot Goéland, ainsi qu'une zone tampon de 200 mètres, donc l'accès sera interdit et jusqu'au 31 mars 2015. Alors pourquoi? Parce que pendant cette période, l'îlot il va être envahi, on va dire. Ça va être en fait un site de reproduction pour la nidification et des sternes de Dougal. Donc il y aura environ 2000 couples qui vont venir sur l'îlot. Donc avec les humains à côté, ça ne va pas le faire. Donc interdit d'y aller pendant toute cette durée. Et puis, il est demandé aussi à tous les plaisanciers et adeptes de sports nautiques comme planche à voile, kitesurf, d'aller choisir un autre espace pour faire leur activité. Voilà. Et puis, c'est important de respecter ce délai. Et puis, il y a quand même, on risque 2 ans d'emprisonnement et une forte amende si on ne respecte pas l'interdiction. Voilà, donc on reste dans le même thème, dans la même thématique. Si on peut dire, puisqu'on s'intéresse cette fois-ci aux tortues. Et voilà, là, on va parler des tortues maintenant, parce que jusqu'au 31 mars, à l'aquarium des Lagons, à Nouméa, il y aura des animations qui seront proposées, avec notamment, on pourra assister au nourrissage des tortues, nourrissage des poissons. Il y aura aussi quelqu'un du staff de l'aquarium qui sera là pour expliquer un peu comment les tortues marines se nourrissent, etc. Et puis découvrir le régime alimentaire, le mode de vie. Voilà, tout ça, ça se passera dans le parc. Et puis, il y a aussi des projections de films qui sont prévues dans la salle de l'aquarium. Et puis, avec beaucoup, de très beaux documentaires à découvrir. Alors, pourquoi ne pas profiter, puis aller en famille? Voilà, donc et tout se fera justement nocturne, de 17h
à 21h, hein, c'est ça, Anna? C'est ça, Élise. Donc voilà, avis à tous. Rendez-vous du côté de l'aquarium pour des petites soirées bien tranquilles en famille. Merci Anna, on te retrouve tout à l'heure pour la rubrique On s'occupe de vous et le fin mot. Voilà, à tout à l'heure. Allez, je vous propose de retrouver Duke pour notre rubrique C'est bien de chez nous. Bonjour Duke. Bonjour Élise et bonjour à vous à la maison. Alors aujourd'hui, on parle de la cérémonie du thé. Donc une cérémonie qui consiste à servir le thé tout simplement, mais avec des soins particuliers. Donc on va voir dans le reportage. Hein, c'est ça, Élise. Alors la cérémonie du thé est donc de tradition japonaise, Élise. Elle est présentée, on va dire, à différentes occasions, que ce soit pour la célébration d'un anniversaire ou d'un départ, la célébration de naissance aussi. Certaines personnes vont même présenter la cérémonie du thé pour commémorer leur défunt. Et puis même tout simplement pour admirer la beauté de la nature, par exemple à la saison, à l'automne, tout ça, on se met devant son salon là, et puis on présente la cérémonie du thé à ces invités qui peuvent venir simplement pour une visite amicale. Voilà. D'accord. Alors dans la langue française, hein, ça se dit du thé, mais quels sont la cérémonie du thé, mais quels sont les vrais termes en fait? Alors en ce qui concerne l'apprentissage de cette cérémonie, le terme qui est employé, c'est le chado. Alors le chado, on entend la sonorité do comme dans judo, aikido, et en fait le son do là fait référence au fait que l'apprentissage on va dire que l'apprentissage est sans fin. Le do, on va dire que ça signifie la voie ou la direction vers, c'est pour ça on entend judo, aikido, tout ça. Tout ça pour dire que l'apprentissage dans ces enseignements-là, il est sans fin, il est éternel. On peut dire ça comme ça. Alors en ce qui concerne la cérémonie du thé en elle-même, alors il y a deux types de cérémonies. La première, c'est une cérémonie qui est restée très très traditionnelle. On a gardé les mêmes pratiques il y a, on va dire que c'est une pratique qui a été créée, ou plutôt, l'origine de cette pratique, en tout cas, elle remonte aux années 1500, donc à l'époque des samouraïs. Et puis cette pratique-là traditionnelle, elle se fait sur un tatami. Alors, que ce soit l'hôte ou l'invité, les deux, ou même, des fois il y a plusieurs invités qui prennent le thé. Ils sont tous à genoux sur le tatami, et puis la cérémonie se fait donc à genoux sur ce tapis-là japonais qu'on appelle le tatami. En ce qui concerne le deuxième type de cérémonie, son appellation c'est le Tenchabam. Tenchabam, en fait, difficile à prononcer, c'est un terme japonais, on n'a pas la traduction en français, mais ce qu'on sait c'est que cette cérémonie-là, ou cette façon de présenter la cérémonie du thé, elle a été inventée, créée lors de l'exposition universelle qui a eu lieu à Kyoto en 1872. Et voilà ce qu'on peut dire sur ces deux pratiques-là. Une pratique très traditionnelle, et puis la deuxième, c'est le Tenchabang, moins traditionnel, parce qu'en fait, on va le voir dans le sujet, que les invités ne prennent plus le thé sur le tatami, mais en fait, ils peuvent rester assis. C'est vrai, Joe, que s'asseoir, justement se mettre à genoux sur le tatami pendant des heures, ça ne doit pas être facile. On peut avoir mal au dos, avoir des fourmis dans les pieds, et puis c'est pas facile. Moi, c'est vrai, avoir tout simplement mal aux genoux. Alors c'est justement pour ces raisons-là que tu as évoqué que le maître Chen Gensai a créé cette deuxième façon de célébrer, ou plutôt de présenter la cérémonie du thé, parce que à l'exposition universelle de Kyoto, donc en 1872, il faut savoir qu'il y avait plus de 800 personnes étrangères qui étaient invitées à la cérémonie du thé. Donc, du coup, ces personnes-là n'étaient pas du tout habituées à s'asseoir pendant au tatami, des heures, et puis rester à genoux. Et tout ça. Alors voilà, on a un de nos collègues justement, Alexandre Sigura, qui s'est rendu auprès d'un professeur de cérémonie du thé ici sur Nouméa. Elle s'appelle Kawamura Ninsa. Et puis le maître le professeur Kawamura nous en dit un peu plus. Elle nous partage son art. On peut dire ça comme ça. C'est un art.
elle le voit plus comme un art de vivre. Alors c'est un reportage signé Alexandre Sigura. À l'époque, j'étais jeune et je me disais à quoi ça sert d'apprendre tout ça compliqué. C'est juste pour mettre le poudre du thé puis boire. Ça complique la vie. Donc ça ne m'intéressait pas. En fin de compte, ça a changé petit à petit tous les comportements de gestes de la vie quotidienne, la façon de laver les vaisselles, pour poser des objets. Je suis devenue, si on peut dire, oui, je suis toujours en train d'apprendre, mais je suis devenue quelqu'un d'autre, plus attentionné et que essaye de voir des choses de l'intérieur. Et ça a tout changé. À la base de cérémonie du thé, il y a toujours l'esprit de bouddhisme zen. Le mot de zen déjà, ça ne s'utilise pas comme les Français utilisent souvent, rester zen. C'est pas ça. Zen, ça veut dire que c'est une sorte d'école de bouddhisme qui maîtrise plutôt son état d'esprit par la pratique de zazen. Zazen, c'est-à-dire, voilà, on est assis sur le tatami et puis, voilà, on se concentre pour purifier les pensées, tout ça, pour atteindre un certain sommet de état spirituel. Voilà. Donc, début de la voie du thé, c'était justement donc les moines de bouddhisme zen qui prenaient bol du thé en tant un peu comme stimulant, voilà, parce que effectivement dans le thé, ça contient théine comme caféine, donc ça réveille et puis ça stimule, donc c'était bien utilisé par les moines, voilà. Et puis donc la base de pensée de bouddhisme zen, il faut penser toujours aux autres, c'est-à-dire le bol qu'on a préparé ici, c'est pas pour moi, mais c'est pour vous, pour toi, pour les invités. Donc, il faut penser toujours à son invité, aux gens, sinon aux gens qui se trouvent autour de vous. Voilà. Donc, un bol de thé est fait toujours pour offrir avec volonté pour autres personnes. La base de cérémonie du thé, donc voilà, il y a surtout la paix et puis la tranquillité. Ça se résume dans ces 4 mots. Wa, ke, se, jaku. Wa, c'est l'harmonie, et puis ke, c'est le respect pour les invités, pour respect même pour les objets. C'est pour ça que la maître purifie chaque ustensile lors de cérémonie. C'était bien sûr préalablement nettoyé, mais par le respect des invités, respect des outils, on refait encore une fois. Voilà. Et puis ça signifie pureté, voilà, donc l'état pur. Et puis jaku, ça signifie tranquillité. Tranquillité, c'est-à-dire c'est pas simple état de tranquillité qu'il n'y a pas de bruit. C'est-à-dire c'est de tranquillité qu'on peut obtenir quand les 3 éléments de wa, ke, se sont réalisés, enfin on peut obtenir cet état de tranquillité. Voilà, donc ça se concentre, on peut dire que ça se résume dans ces 4 mots, wa, ke, se, jaku. Il y a 2 cérémonies du thé. Une, ça s'appelle chaji, c'est rassemblé officiel un peu, et puis ça se pratique toujours avec nombreux invités. Et puis ça prend du temps aussi. Et ça prend à peu près 4 heures. Et ça commence par déjà le repas assez léger, servi à tous les invités. Et après, ça suit la séance de koicha,
on peut traduire du thé épais. Et ensuite, du thé léger qui s'appelle uscha. Et donc ça c'est chaji. Mais l'autre forme, on appelle chakai, c'est la version un peu allégée. Ça se pratique plus facilement, donc on peut faire un peu n'importe où. On fait même dans le jardin, par exemple. Voilà. Et on peut faire dans certaines intimités aussi. Voilà. Et donc ça se compose pareil uniquement de préparation de uscha, ça veut dire du thé léger, du thé pas épais. Voilà, ça va durer, bon, ça dépend, mais un quart d'heure, 20 minutes, voilà.昔はお侍さんが始めたんですね、茶道を。というのは中国から道具が来て高いものだったので一般の平民はできませんでした。お道具を使います。その道具の組み合わせで相手を喜ばせることができるんで、これを考えていると面白いんですね。Donc lors de cérémonie du thé, le maître il sert plusieurs ustensiles, outils différents, des fois de valeur aussi. Et puis ça représente, en même temps que le kakejiku, parchemin que vous avez vu au mur, ça représente le thème de chakai. Donc natsume, conteneur de thé, ça représente le motif de bague. Il y a un motif de bague. Donc ça représente la mer calédonienne surtout. Et puis le chasen, c'est un fouet bambou pour mousser du thé. Ça c'était attaché avec le fil tricolore, rouge, blanc, bleu, rouge. Ça représente donc effectivement le drapeau national français. Et le bol, il y avait un motif de plusieurs trésors, voilà, un trésor objet de valeur, comme coraux rouge surtout. Coraux rouge, ça aussi, ça représente la mer calédonienne. Et puis, mizusashi, c'est le pichet à eau pure, ce pichet à l'eau. Et puis, le motif qui représentait ce pichet, c'était la forme de mont Fuji. Donc, vous voyez, mont Fuji, et puis les trésors de mer calédonien, et puis le tricolore. Les trois pays, France, Nouvelle-Calédonie, le Japon, sont fusionnés là-dedans. Voilà, ça c'était le thème de ce chakai. Au bout de 6 mois, en fait, d'abord, il fallait tout apprendre, l'ordre de façon de servir, le tenir, le serviette, tout ça. Mais petit à petit, vraiment, voilà, c'est que face les objets, qui a fait, comment c'est fait, quelle sorte de bol, et ne serait-ce que des petits outils, comment c'est fait, c'est vraiment... Traditionnellement, ça a été transmis et que j'ai vraiment découvert le côté culture japonaise très fine. Ce qu'elle nous apprend, c'est très strict, voire très sévère, mais comme elle nous enseigne avec le plaisir, donc on sent cet amour de la prof et que donc, on apprend, même si on fait des bêtises, on apprend sérieusement et sereinement. Déjà, quand les invités sont à la maison, et si je les aime bien, je propose du thé, de cérémonie du thé, parce que en fait, c'est difficile d'avoir et que ce n'est pas... C'est assez coûteux aussi, c'est toute petite quantité. Mais quand c'est bien fait, c'est tellement bon. Donc j'aimerais transmettre ce petit plaisir.
En fait, souvent j'entends dire que cérémonie du thé, c'est quelque chose de très très spirituel, voilà, quelque chose de difficile à pratiquer. Mais non, ce n'est pas ça. C'est plutôt, ça se base dans notre vie quotidienne aussi. Donc le but, c'est de partager un bol de thé, voilà, avec tout le monde qui assiste là-bas. Voilà, ça commence par là, le pays. C'est vrai que ça avait l'air très très protocolaire. Hein. C'est vrai que ça a l'air très protocolaire, Elise, mais il faut savoir qu'il y a tout de même un grand espace qui est dédié à la création. Par exemple, l'hôte qui sert le thé à son invité, il peut choisir des thèmes pour sa cérémonie du thé. Par exemple, si la cérémonie elle a lieu en automne, il pourra servir son thé dans des tasses, par exemple, aux couleurs de l'automne, ou même avec des motifs qui correspondent à la saison ou au thème choisi, on va dire ça comme ça. Et justement, le professeur Kawamura a continué d'apprendre auprès de son professeur au Japon? C'est vrai, elle continue d'apprendre. Là, elle nous disait qu'elle avait déjà derrière elle plus de 25 ans de formation, 25 ans d'apprentissage auprès de son professeur. Il faut autant de temps pour apprendre pour la cérémonie. Il faut autant de temps, Elise. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est, comme on l'a dit dans notre introduction, on l'entend dans le chado, donc la cérémonie du thé, on entend cette sonorité d'eau qui revient à chaque fois dans tout ce qui est arts martiaux, par exemple le japonais, aikido, judo. Le do, là, tout ça pour dire que c'est pour dire que l'apprentissage, en fait, il est éternel, il est infini. À chacun, après, d'utiliser les fondements qu'il a reçus là, de son professeur pour développer sa propre manière de vivre son art. Et puis elle, Madame Kawamura, c'est ce qu'elle dit, elle a les fondements, elle a tous ces savoirs-là qu'elle a acquis de son professeur. Et puis après, elle essaye d'appliquer, d'adapter tout ça à sa vie au quotidien. Puis voilà le gros message à travers tous ces arts-là, comme la cérémonie du thé, c'est essayer d'utiliser les enseignements, tous ces savoirs-là à sa vie au quotidien. Donc voilà. Innover tout en gardant la tradition. Merci. Merci Duke. Merci Élise et merci encore à vous à la maison. Voilà, donc on passe tout de suite à notre rubrique Job et Éducation. Bonjour Marie-Hélène, on parle de l'éducation artistique à l'école à travers une activité peu connue, la linogravure. Donc je n'ai jamais entendu parler de cette discipline. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Alors, bonjour Élise, bonjour à vous tous à la maison. Donc moi non plus, je te rassure Élise, j'avais jamais entendu parler de cette discipline artistique avant justement de découvrir qu'il y avait un atelier de linogravure qui était organisé du côté de la Foi avec les élèves du collège de Canala. D'accord, donc les jeunes de Canala sont allés à la Foi, donc ils ont fait une sortie, ils ont fait une belle balade finalement. Oh bah oui, c'est clair, sortir de l'établissement scolaire c'est toujours agréable et du coup ils se sont rendus donc dans cet atelier pour découvrir cette technique. Alors, cette technique, si tu veux, Élise, elle est un petit peu particulière parce qu'elle s'inspire en fait de la technique de la gravure sur bois. Alors, le principe, en fait, c'est de réaliser un dessin sur un support. Ensuite, dès qu'on a fini ce dessin, on l'enduit, si tu veux, d'encre. Et puis, on va transposer, si tu veux, ce dessin donc, sur un support, un papier ou une toile, par des mouvements de pression. Et donc, quand on va soulever justement le fameux support, le motif, le dessin sera comme imprimé, tu vois, sur le papier, quoi. D'accord, donc c'est comme un peu le système du tampon, quoi, sur lequel il y a justement des motifs. Une fois trempés dans l'encre, il suffit d'appuyer un peu sur tout sur une feuille de papier et puis voilà, on obtient le motif, c'est ça? C'est exactement ça. Et puis tu sais, le terme de linogravure en fait vient de la matière en fait qui est utilisée au départ pour réaliser le fameux dessin. Il s'agit donc du linoléum qu'on connaît aussi plus couramment sous le nom de lino puisqu'on l'utilise donc pour recouvrir nos sols. C'est cette matière un petit peu plastique, tu vois, un peu épaisse mais souple. Voilà, c'est donc le fameux lino.
Et si tu veux, cette matière, elle est apparue en Angleterre, en fait, fin du 19e siècle. Et si tu veux, suite à ça, eh ben, voilà, quelques années après, donc début du siècle dernier, vers les années 1900, eh ben, cette matière, elle a été utilisée, justement, elle a été même détournée, tu vois, vers la gravure. Alors, lorsqu'on s'explique depuis tout à l'heure sur cette discipline, ça me semble être une technique un peu particulière. Donc, j'ai hâte de voir le reportage. Ce qui est bien, c'est que les collégiens ont pu découvrir une nouvelle activité, finalement, artistique. Ben oui, et d'ailleurs, c'est un petit peu l'intérêt de l'enseignement artistique, c'est justement de faire découvrir de la nouveauté au niveau des techniques, justement, à tous nos jeunes. Et ainsi, comme ça, vous, chers jeunes, vous développez votre créativité. Et puis, Élise, bien évidemment, qui sait, pendant ce type d'atelier-là, un jeune, il peut se révéler aussi, et puis il peut développer un talent. C'est clair. Et puis, c'est vrai qu'on parle pas souvent, très peu, des matières, justement, artistiques, comme étant des enseignements, je veux dire, favorisant, justement, le développement et l'épanouissement chez l'individu. Ça, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai, d'ailleurs, elles ont même tendance à être un petit peu considérées comme des matières ayant des options, quoi. Peu d'importance. Voilà, c'est vrai, et à la limite, c'est vrai qu'elles pourraient même devenir des matières optionnelles. Bon, il faut savoir quand même, il y a des matières telles que le théâtre, qui sont bien évidemment aussi des options qui sont proposées pour certaines filières. Mais c'est vrai que c'est dommage de considérer justement l'enseignement artistique comme une matière n'étant pas aussi, je dirais, riche en termes d'enseignement que les maths, que le français, que l'histoire géo, etc. Alors que justement, toutes ces matières-là, en fait, toutes ces matières artistiques, en fait, permettent à l'enfant et aux jeunes de développer son esprit critique, Élise, lui permet également de travailler l'observation, il apprend à bien observer les choses. Le travail en groupe aussi est privilégié, donc voilà, le fait de travailler en groupe est aussi très formateur. Et puis pour finir, Élise, forcément, qui dit artistique dit créativité, qui dit créativité dit imagination. Ben oui, imagination, et puis imagination. Voilà, imagination. Que je voulais dire. Et sensibilité aussi, Élise. Sensibilité, parce que forcément, on y met un petit peu de notre sensibilité dans notre création. Voilà, notre cœur. Avec toutes justement ces disciplines artistiques qui existent, il y a de quoi permettre justement de belles découvertes. Ben oui, parce que tu as vu, il y a pas mal de choses en fait. Entre les arts visuels, le théâtre, la musique, le cinéma, l'artisanat, il y a quand même de quoi effectivement développer tout un tas d'apprentissage très enrichissant pour les jeunes à l'école. Et puis, tu te souviens, on avait parlé du programme d'activité du lycée Antoine Kella, il y a beaucoup de choses autour du théâtre et du cinéma. Et on comprend mieux effectivement pourquoi il y a toute une attention qui est donnée à toutes ces activités artistiques qui font partie du développement de l'être humain. Et tous les projets pédagogiques, qu'ils soient artistiques ou culturels, incitent l'épanouissement du jeune, comme on le dit depuis tout à l'heure, et la mise en lumière de ses talents. Il y a toujours des talents qui se révèlent lorsque on participe à ces activités-là. Alors, dans le cadre justement de l'atelier linogravure, qu'est-ce qu'ils ont pu découvrir, ces jeunes ? Eh bien, figure-toi qu'ils ont pu apprendre justement ce qu'est un travail soigné, puisqu'il faut être vraiment très très minutieux dans la réalisation justement de ce fameux dessin. Ensuite, ils ont pu apprendre justement ce qu'est la dextérité, la maîtrise justement du geste. Et puis aussi, il faut beaucoup de patience, parce que comme c'est un travail assez minutieux, qui demande un petit peu de temps, il faut faire preuve de patience et puis surtout être très très précis dans le tracé que l'on va réaliser. Donc voilà, on va du coup découvrir avec nos chers téléspectateurs qu'il est important justement de maîtriser le geste, nous rendant à la fois grâce à Mara Lourde. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon. La linogravure est un principe de sérigraphie, c'est-à-dire que le tirage final va être reproduit à plusieurs exemplaires. Et c'est de la taille douce, ce qu'on appelle de la taille douce, c'est-à-dire qu'on enlève dans une plaque ce qu'on ne veut pas sur le dessin. Tout ce qui va rester sur le dessus de la plaque sera le dessin. Là, par exemple, ça, c'est l'outil principal dans lequel on va aller mettre ce petit outil, ce petit instrument.
Il y en a des différents. Plus la pointe est fine, plus le trait va être petit. Plus la pointe va être grosse, plus le trait il va être large, parce qu'on enlève des grosses parties, et là on va enlever qu'une petite partie. Précaution à prendre, on met toujours les mains derrière. C'est-à-dire quand vous tenez la plaque, vous la tenez derrière, avec les doigts vous poussez, mais vous mettez toujours la main derrière, parce que si ça ripe et qu'il y a la main qui est devant, quand ça rentre dans la main, ça fait mal. Parce que ça coupe quand même. Donc on fait juste un travail au trait pour avoir le premier dessin. Une fois qu'on a fait les premiers traits, on va prendre de l'encre qu'on met sur le carrelage. On roule bien avec le rouleau. On passe dessus. Donc l'encre, elle va rester sur le dessus. Et dans tous les trous, elle ne va pas rentrer. Après, il y a différents procédés de taille douce, parce que nous, on utilise de la linogravure, c'est-à-dire une plaque de linoléum, mais on peut aussi faire de la taille douce sur des plaques de cuivre, où on va mettre dessus un vernis, on enlève le vernis, et après on le passe dans l'acide, et l'acide va venir attaquer là où on a enlevé le vernis. C'est ce qu'on appelle la taille douce à l'acide. Nous, avec les enfants, là, on va faire de la linogravure, mais on va utiliser ce qu'on appelle un tampon japonais. C'est-à-dire que c'est la force du poignet et de la main qui va donner l'impression. Pour la linogravure, il faut déjà une plaque de linoléum. Il faut des gouges pour la linogravure, qui sont les outils spécifiques à la linogravure, avec différentes tailles de pointe. Il faut de l'encre à linogravure, un rouleau à linogravure, et puis du papier, une plaque de carrelage éventuellement pour mettre l'encre, et puis une ou deux éponges et du papier. Voilà. Donc on utilise la plaque de carrelage. On met l'encre dessus et après on vient bien étaler l'encre de manière à ce qu'elle soit bien sur le rouleau. Il faut qu'on ait vraiment partout sur le rouleau. On fait des passages dans un sens, dans l'autre sens. Au début, la plaque, il va falloir qu'elle se fasse un petit peu. Et hop, on continue jusqu'à ce que la plaque elle soit bien noire. Une fois que vous avez ancré, on pose le rouleau à côté, on prend la plaque. On la pose sur l'autre feuille à côté qui est propre. On prend une feuille, ça c'est les feuilles de tirage d'essai. Une fois qu'elle est dessus, on lâche. Parce qu'il ne faut pas qu'elle bouge. Juste on appuie un petit coup avec la main pour être sûr que ça fasse adhérence. Et après avec le tampon japonais, et ben on appuie bien partout. Et les bords aussi. Un coup sur les bords pour être sûr que ça aille jusqu'au coin. Et après on va regarder ce que ça donne. Comme ça permet de voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Là, au niveau du dessin, par exemple, tu vois, en haut, au niveau du mât, il va falloir recreuser encore. Au niveau de certains de tes traits, il va falloir les recreuser encore parce que l'encre, elle rentre dedans. Au début, je croyais que c'était difficile à faire. Mais quand j'ai vu, c'était facile. Alors, les différentes étapes de la linogravure. Déjà, on commence par un dessin préparatoire, toujours. Après, on met en place le dessin sur la plaque de linoléum. On fait un premier gravage dans la plaque, on fait un tirage d'essai pour voir ce que ça donne, et on continue à travailler la plaque tant que le dessin ne nous satisfait pas. Une fois que le dessin nous satisfait, on arrête le travail sur la plaque, et là on fait le tirage définitif. Sur la feuille de papier, déjà, on a le travail du dessin qui est en négatif. Tout ce qu'on a enlevé est blanc, et tout ce qu'on n'a pas enlevé sera en couleur. Et surtout, le travail sera aussi en négatif au niveau de l'image, parce que c'est un tampon. Donc le dessin qu'on voit sur la plaque, c'est l'envers du dessin qu'on aura au tirage définitif. Là, je voulais avoir le visage noir. Du coup, j'ai juste travaillé au trait et j'ai pas enlevé. Du coup, la peinture, elle est dessus. Partager avec les enfants de Canala, déjà, je trouve ça bien parce que c'est pas évident pour eux d'avoir des activités extrascolaires en art plastique qui changent autre que le dessin, la peinture ou alors peut-être un peu de la sculpture sur des savons de Marseille. Et puis l'avantage aussi, c'est que eux, après, s'ils ont bien compris le principe, je peux leur expliquer comment on peut faire de la linogravure à la bidouille, et puis le faire aussi à la maison, ou pourquoi pas le faire à Canala, et puis l'expliquer aux autres. Alors au niveau des compétences développées par les enfants dans cet atelier, je pense que ça leur apporte la confiance en soi, la connaissance aussi de certaines activités plastiques. Et puis, ça leur apporte la faculté de se concentrer, de mener un projet qu'ils construisent eux-mêmes, puisqu'on commence par un dessin, et après de le réaliser sur la durée, puisque c'est un projet qui a nécessité aussi d'étudier auparavant des œuvres, des motifs. On a travaillé passablement sur les motifs océaniens, et c'est des motifs qu'on retrouve dans le travail des enfants.
Alors ces élèves sont volontaires, ils sont tout à fait partie prenante. Depuis le début de l'année, ils sont venus tous les lundis avec moi, certains mercredis aussi. Et ils sont très heureux, de toute façon, de manière générale, ils sont très heureux de sortir d'un contexte, du contexte scolaire étroit et de découvrir d'autres activités. C'est un peu poussé à faire ça. Les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler, laissez brûler le petit papier, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs. Faut qu'elle sèche. Vous réchauffez un peu d'amour, papier velours et d'esthétique, papier moisin. Voilà, c'est une sacrée technique, hein. En tout cas, les motifs qui sont obtenus à travers la linogravure sont pas mal. Et puis, on va dire que le rendu est assez original. Hein. Oui, t'as vu. J'ai envie de l'essayer, en fait. Ah ouais, tu vas te lancer dans l'aventure. Non, mais j'ai envie d'essayer, c'est tout, voir comment ça se passe. Parce que c'est une découverte aussi pour nous, pour moi. Ben oui, et t'as vu, on dirait même une peinture. Ben oui, on dirait une peinture. C'est marrant, hein. C'est très marrant, mais je ne savais pas en fait qu'on pouvait faire ça à travers la fameuse linogravure. Ben oui, c'est une technique qui est pas très récente, mais voilà, qui est méconnue. Et tu sais qu'il y avait quand même 2 peintres de renom que tout le monde connaît, hein, qui utilisaient justement ce procédé-là. Il s'agit donc de Matisse et de Picasso. Et Picasso, en fait, il en a réalisé énormément en fait, hein, dans les années 40. Il a été intéressé donc par cette technique-là en fait, et il a réalisé à cette époque-là plus de 200 linogravures. Alors, on parle de lithographie en fait, hein, dans leur jargon, on va dire, de peintre. Et il a travaillé, en fait, dans les ateliers d'un imprimeur pour toutes ses créations, quoi. Alors, vaut mieux, justement, choisir, je crois, un bloc à graver dans une matière d'un certain poids pour assurer, justement, un bon maintien au moment de la découpe. Hein. Parce que tu as vu, il ne faut pas que les mains glissent, il ne faut pas que le support bouge. Donc, toi qui veux, justement, te lancer dans l'expérience... Je suis pas minutieuse, alors il faut que j'apprends à... Au niveau des dessins, je ne suis pas... Bah justement, ça te permet de développer justement la précision et puis voilà, la concentration aussi, Élise. Bah oui. Je vais essayer de m'inscrire, je vais directement à la fois pour voir. Alors, le fait justement de réussir une première création valorise les élèves et en plus, ils ont de la chance de rencontrer une artiste, être en contact avec elle, une personne qui tente justement de vivre de son art. Ce n'est pas toujours facile en Nouvelle-Calédonie, donc le statut de l'artiste, en tout cas, c'est une expérience assez intéressante pour les élèves. Eh bien oui, c'est certain. Hein. Et puis en plus de ça, ils ont pu découvrir un petit peu le principe, si tu veux, un petit peu de l'impression quelque part. Et puis réaliser comme ça quelque chose de A à Z, ils devaient être très fiers quand même de la réalisation. Et ça participe aussi à la valorisation effectivement de l'individu. Puis tu sais, qu'on soit en primaire, au collège ou au lycée, il y a des projets artistiques qui sont quand même menés en fait durant l'année. Hein. Ça c'est quand même intéressant. Et justement, ce qui est bien, c'est que ils font appel à des artistes qui deviennent pour le coup des intervenants en fait. Hein, donc ça c'est sympa. On se souvient d'ailleurs, on en a parlé dans cette émission de Ixon au lycée de Pointe-Boute, à travers le mur d'expression où les élèves, les lycéens viennent s'exprimer, viennent faire des phrases, des petites phrases, des petits poèmes. Donc, puis c'est un artiste très, on va pas dire au niveau du pays, c'est un artiste qui a les mots faciles et qui arrive à utiliser les mots justement pour en faire déjà des chansons, pour en faire des poésies. Donc, oui, il leur a permis de découvrir le pouvoir des mots. C'est ça. C'est vrai, tu as raison. Élise, c'est très sympa d'ailleurs. Hein. Je pense que les jeunes, ils s'en souviennent encore d'avoir rencontré Ixon. Et puis, c'est vrai qu'en primaire, tu te souviens, on avait parlé aussi dans l'émission de la forêt, la petite forêt sèche, le projet de forêt sèche à l'école de Théhari, du côté de Koné. Et bien, tu te souviens que justement, il était question de reproduire les plantes qu'on allait pouvoir découvrir durant la balade. Sur ce sentier de forêt sèche, et pour toutes ces illustrations, toutes ces images, il y avait eu donc une artiste qui avait été aussi sollicitée pour travailler avec les enfants. En tout cas, je veux dire, ce genre d'activité, c'est toujours bien pour les élèves. Hein. C'est une façon de s'émanciper, puis c'est profitable pour eux, pour les élèves.
Exactement. Et puis d'ailleurs, tu as vu, il y a donc des projets pédagogiques qui sont pensés donc régulièrement par les enseignants, par les professeurs. D'ailleurs, on parlait du primaire, il faut savoir qu'il y a les fameuses classes dites PAC, projets justement, quoi donc, oui pardon, j'oubliais, les classes à projets artistiques et culturels pour PAC justement. Et puis, tu as vu, au lycée, il y a énormément aussi d'ateliers, d'activités ludiques, de sorties pédagogiques. Donc tout est fait pour épanouir les enfants au mieux, quoi. Voilà, que ce soit dans le dessin, dans la musique. En tout cas, on essaye justement d'épanouir les élèves, les étudiants pour qu'ils puissent bien travailler à l'école. Merci Marie-Hélène. Un petit mot pour les encourager, non? Disons qu'effectivement, voilà, juste pour dire que tout ce qu'ils auront appris de toute façon dans ces matières-là, artistiques et culturelles, leur serviront de toute façon pour la scolarité, pour toute votre scolarité, puisqu'il y a des passerelles aussi voilà, qui existent en termes de savoir et d'apprentissage. Donc tout ce qu'on apprend d'un côté sert de l'autre. Voilà. Donc voilà, après il n'y a plus qu'à faire un choix, j'ai envie de dire, de garder ce qui vous plaît le plus et puis de continuer à apprendre et à vous nourrir. C'est important. Ça ne peut être que profitable pour vous. Merci Marie-Hélène. Avec plaisir Élise, au revoir. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Fin Bon. Alors Anna, donc c'est quoi le plat que tu as voulu mettre à l'honneur aujourd'hui? Alors Élise, si tu veux bien, on va s'intéresser de plus près donc, à un petit gâteau qui est granuleux, qui est moelleux et qui a une forme arrondie, qui mesure environ 3 à 5 cm de diamètre. Bon, je ne sais pas si vous avez trouvé, mais je vais vous donner la réponse. Eh bien, on va parler du fameux macaron. Alors, contrairement aux idées reçues, eh bien, le macaron, il serait originaire du Proche-Orient ou même du Maghreb, et non, comme on pouvait le penser, d'Europe ou de France en particulier. Et d'ailleurs, ça paraît logique, puisque dans les régions du Proche-Orient et du Maghreb en particulier, eh bien, gâteau, ça rime souvent avec sucre et pâte d'amande. Et ça, c'est depuis très longtemps. Hein. Et du coup, quand est-ce qu'il est apparu justement en Europe? Alors en Europe, à partir du Moyen-Âge, donc on a commencé à voir un peu, il a fait son apparition, donc le macaron. Et puis à l'époque, eh bien, c'était pas vraiment celui qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'il n'avait carrément rien à voir, il n'y avait pas de parfum déjà, et il n'y avait pas de couleur. Et puis ensuite, bon, il a commencé à se diversifier. Ça s'est fait en Italie pour commencer. Et puis là, on va le retrouver donc avec des nouvelles formes et puis des nouvelles saveurs. Et ensuite, à la Renaissance, eh bien, il va arriver en France et là, il va se développer jusqu'à devenir le macaron qu'on connaît aujourd'hui. Alors justement, Anna, est-ce que tu peux nous parler un peu des différences qu'il y a entre le macaron d'aujourd'hui et celui d'hier? Alors, la plus grande différence, ça vient déjà de la présentation, comme je disais. Alors, avant, il ne comportait qu'un seul gâteau, alors qu'aujourd'hui, il y en a deux réunis en un seul. Et alors, l'autre différence, je disais tout à l'heure, je parlais du goût et de la couleur. Donc, ça c'est apparu petit à petit. Et la dernière nouveauté, ça date il n'y a pas très longtemps, c'était pendant les années 90. Alors là, on a réussi à faire une nouvelle chose. On a eu un macaron avec deux goûts différents. À l'intérieur, c'est un goût et tout autour, c'est un autre goût. Donc voilà, deux saveurs en un seul gâteau. Et puis, il y a eu aussi l'apparition des macarons salés. Et oui, ça existe, des macarons salés. Je n'ai pas goûté. Et là, on parle justement des variantes, si on peut dire, du macaron. Mais si on s'intéresse justement à la base du macaron, quels sont les ingrédients nécessaires pour faire un macaron nature, on va dire? Alors là, Élise, je crois que je vais laisser la place à Michel Pimbé, donc notre cher collègue, puisque lui, il a été filmé un peu une recette de fabrication, de confection plutôt de macarons. Donc c'est toujours mieux de voir en image, ça parle mieux. Alors si tu veux bien, on va regarder son reportage et on va saliver. Aujourd'hui, nous allons voir une recette de macarons au chocolat avec une meringue italienne. On va commencer par la ganache. Pour cela, on a besoin de 100 g de chocolat, 100 g de crème fraîche et 25 g de beurre. On va commencer par faire
chauffer notre crème jusqu'à ébullition. Alors, notre crème arrive à ébullition. Je vais verser mon chocolat dedans. On va laisser tirer ça 30 secondes avant de mélanger pour bien laisser le temps au chocolat de fondre. Voici la ganache commence à prendre forme. Je débarrasse ça dans un récipient. Et j'y ajoute mon beurre. On mélange ça. Donc le beurre va fondre tout seul dedans. Voici. Et ensuite on vient filmer au contact. Donc pourquoi au contact? C'est juste quand on va le mettre au réfrigérateur, ça évitera de faire une pellicule. Alors pendant que notre ganache au chocolat est en train de refroidir, on va passer à la meringue italienne. Donc j'ai ici 150 g de sucre que je vais mettre dans une casserole avec 35 g d'eau et on va porter ça à 120 degrés. En attendant, je vais également monter mes œufs. Donc j'ai ici 55 g de blanc d'œuf à température ambiante que je vais battre à petite vitesse. Donc pour arriver à 120 degrés, on va utiliser un thermomètre. Alors très important, ne jamais coller le thermomètre au fond de la casserole, sans quoi ça va fausser votre chiffre. Vous le mettez juste en surface, trempé de quelques millimètres, ça suffira. Voilà, on avoisine bientôt les 100, on va pouvoir battre un petit peu plus fort. Donc là, je suis à 118 degrés. Je fais bien attention de verser le sucre en une fois, pas sur le bord du bol ni sur le fouet, sinon vous allez en mettre partout. Et qu'on est sur du sucre très chaud. Et ensuite, on met à pleine puissance. Alors là, on va laisser battre jusqu'à complet refroidissement. Donc, il faut qu'au toucher, ce soit vraiment tiède. Alors, une fois que votre meringue est prête, on va passer au mélange. Donc ici, j'ai 150 g de poudre d'amande et 150 g de sucre glace que j'ai mélangé et tamisé, auquel je vais ajouter 55 g de blanc d'œuf. Voilà. Vous pouvez éventuellement mettre du colorant alimentaire si vous le désirez. On va mélanger ça assez grossièrement. Et on va ajouter notre meringue en bec d'oiseau, donc elle est réussie. Et on va l'incorporer au mélange en 2 fois. Donc une petite partie pour délier la pâte. Voilà, une fois que vous avez un mélange assez homogène, on va pouvoir la battre. Donc ici, pour faire
remonter la glumine que vous avez dans le blanc d'œuf, ce qui va vous donner un brillant à vos coques. Et on incorpore ensuite le reste de la meringue. Comme ceci, et on passe maintenant au macaronnage. Donc le macaronnage, c'est partir sur l'extérieur, on revient sur l'intérieur et on écrase. Comme ceci. Donc là, ça va pour lisser les coques de macarons. Alors si c'est vraiment un peu trop dur, si par exemple vous avez trop battu votre meringue, vous pouvez le rebattre un petit peu pour le liquéfier légèrement, pas trop, jusqu'à avoir un peu cette consistance qui tombe légèrement enfilée. Une fois qu'on arrive à ce stade-là, on va pocher nos macarons. Donc pour ce faire, vous avez besoin d'une poche à douille avec une petite douille unie de taille 10. Donc alors la petite solution, on prend notre poche à douille, on va bourrer le fond. Ça va éviter que notre pâte coule de partout. Et pour nous aider, un verre doseur, une vieille canette en métal que vous voulez. On place notre poche comme ceci. Et là, on a nos deux mains pour mettre notre appareil sans en mettre partout. C'est quand même plus pratique. Voilà. Je reprends ma poche sur un angle, ça va éviter trop de bulles d'air. Et on va passer au pochage. Alors on les poche en quinconce, ça va permettre une meilleure diffusion de la chaleur. Donc ça aussi c'est des petites astuces. Et on essaye de pas trop non plus les coller, sinon vous allez avoir un espèce de gros macaron mutant, ça va pas trop le faire. Juste avant d'enfourner, on va décoller notre plaque et la faire tomber 2-3 fois. Ça va vous permettre de faire chasser toutes les bulles d'air qu'il y a dedans et éviter de les avoir qui remontent à la surface à la cuisson. Alors, si vous désirez, avant d'enfourner, vous pouvez également prendre un petit peu de cacao en poudre et parsemer légèrement sur vos petits macarons pour donner un effet légèrement plus gourmand et chocolaté. Donc voici, une fois qu'on a parsemé notre petite poudre de cacao, on va enfourner ça à four préchauffé à 150 degrés. Alors, après une bonne douzaine de minutes, on va voir si nos macarons sont cuits. Donc, pour ce faire, il suffit de regarder si la tête est solidaire de la base, c'est qu'ils sont cuits. On est tout bon. On va mettre sur notre table. Attention, c'est chaud quand vous faites ça. On prend la feuille silicone et on fait glisser en dehors. Et on va laisser refroidir ça 5-10 minutes. Alors, une fois que vous avez laissé refroidir 5-10 minutes, vous vérifiez, ça se décolle tout seul. Donc là, c'est que vos macarons sont réussis. Vous exercez une légère pression, ils s'enfoncent légèrement. Vous êtes nickel. Donc, maintenant, on va les assembler deux par deux. On essaye de prendre la même taille et on les assemble sur une petite feuille de papier à côté pour pouvoir les garnir avec votre ganache au chocolat. Tout ça en quinconce. J'ai récupéré ma ganache au frigo. Donc on va tirer le petit film. Et là on voit qu'elle a une super consistance
pour tartiner. Alors, on va la mettre dans une poche à douille. Et on n'a plus qu'à les garnir. Donc, on va prendre une petite coque, déposer une pointe de ganache et on la referme tout simplement. Et on a notre petit macaron. On va faire pareil avec tout le reste. Et voilà, donc on les referme en tournant légèrement les coques l'une sur l'autre, comme ceci. Et voici, nos macarons sont prêts. On les laisse reposer 24 heures dans une boîte bien fermée au réfrigérateur avant dégustation. Voilà, donc les macarons d'Olivier, je pense que je vais finir par les manger. Parce que j'aime pas en fait le... T'as changé d'avis du coup? Voilà, j'aimais pas trop le macaron, mais non, je pense que j'ai changé pas trop abusé quand même. Ça donne envie d'aller les goûter. Mais en tout cas, ça a l'air simple et puis ça a l'air bon. Oui, mais quand même, ça reste une des pâtisseries qui est plus redoutée par les professionnels et même par les pâtissiers, on va dire, maison. Parce que bien, on se rend compte en fait que quelle que soit la forme qu'on donne aux macarons, et bien souvent lors de la cuisson, et bien le dessus du gâteau qu'on appelle la coque, et bien des fois ça craque, ça casse mais facilement. Donc il faut être artistique quoi. Finalement il faut être minutieux. Oui, il faut être minutieux et puis en fait la cause, eh bien c'est que tout simplement des fois, on utilise des colorants pour, justement pour donner de la couleur à nos petits macarons. Et ce sont ces colorants, des fois, qui peuvent être la cause des petites fissures sur le gâteau. Et puis, des fois, ça peut aussi venir de la façon dont on fabrique sa pâte, tout simplement. Comment tu vas travailler les différents ingrédients. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours plus compliqué de faire des pâtisseries que des plats. Bon, faut être très rigoureux quand on fait de la pâtisserie. Il faut bien respecter les dosages. Et puis, il faut vraiment prendre les meilleurs ingrédients. Et puis, voilà, quand on aime, on ne compte pas. Donc, voilà, il faut primer sur la qualité, même si ça a un coût. Mais voilà, si on veut avoir un bon résultat, eh bien, il faut y mettre le prix, tout simplement. Voilà, donc on va écouter les conseils d'Anna. Si on a bien compris, si on veut faire de la pâtisserie, surtout des macarons, eh bien, il faut être minutieux. Donc, bien suivre la recette, y mettre son cœur, et puis on va réussir les fameux macarons. Merci Anna, et puis on te retrouve tout de suite après pour la rubrique « On s'occupe de vous ». Alors Anna, aujourd'hui, nous verrons avec toi un cardiologue, nous verrons pourquoi on va le consulter, comment ça se passe lors d'une consultation, pourquoi pratiquer des examens. Alors, on va peut-être d'abord commencer par rappeler ce qu'est un cardiologue. Alors, le cardiologue, eh bien, c'est le médecin qui est spécialiste des maladies du système cardiovasculaire. Donc, comment il travaille? Eh bien, il pratique donc des ECG. ECG, c'est électrocardiogramme. Et puis, il y a aussi d'autres analyses. Et à partir de là, eh bien, il est capable de trouver et de soigner les anomalies cardiaques. Alors, peux-tu nous en citer quelques-unes de ces anomalies? Alors, le cardiologue, il traite entre autres l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde, l'embolie pulmonaire, et puis voilà, de nombreuses autres maladies. Et puis, il est souvent aussi amené à donner son avis, des fois, sur l'aptitude d'un sportif, ça peut arriver. Et une petite info maintenant concernant un peu les Calédoniens, eh bien, il faut savoir que de nombreux Calédoniens sont concernés justement par les maladies cardiovasculaires. Voilà, ça touche beaucoup de monde ici. Et puis pas qu'ici, puisque les maladies cardiovasculaires, eh bien, ça constitue la première cause de mortalité en France. Donc voilà, c'est quand même assez grave. Et puis une petite question pour toi. Alors, est-ce que tu sais, toi, combien de cœurs il bat en une journée? Combien de temps?
Combien de fois notre cœur bat? Ok. Écoute, là, tu me poses une colle. En fait, j'ai oublié, en fait. Donc, je ne vais pas te mentir, je ne me rappelle plus. Mais bon, tu vas tout nous dire aujourd'hui dans ta rubrique. Petit rappel. Alors, oui, parce qu'on en a déjà parlé. On en avait déjà parlé, mais bon, on a oublié. Donc, toujours une petite piqûre de rappel, ça ne fait pas de mal. Hein. Alors, chaque jour, un cœur moyen, il bat environ 100 000 fois. C'est beaucoup, hein. Et puis, il pompe environ 7 200 litres de sang. Mais ça pèse combien, un cœur? Alors, comme tu dis, voilà, c'est impressionnant. Hein. En fait, le cœur, hein, c'est une puissante pompe musculaire et il peut peser entre 200 et 425 grammes. Et pour ce qui est de la taille, bien, il est un peu plus gros, voilà, que notre poing. Et puis, donc, à quoi ça sert? Eh bien, le cœur, en fait, il fait partie du système circulatoire et puis, qui comprend le cœur et le système cardiovasculaire. Alors, le travail du cœur, il consiste à quoi? Eh bien, en fait, il pompe le sang vers les organes, les tissus et les cellules de l'organisme. Et puis, tout ça pour leur apporter l'oxygène et les éléments nutritifs et retirer le dioxyde de carbone et les déchets qui sont produits par ces cellules. Donc, pour cela, eh bien, il y a tout un réseau d'artères, d'artérioles et de capillaires. Donc, tout ça pour permettre de transporter le sang qui est riche en oxygène du cœur vers le reste de l'organisme. Et ensuite, le sang qui est pauvre en oxygène, eh bien, il retourne au cœur grâce aux veines, voilà, tout simplement. D'accord, donc je vois que le travail du cœur est assez important, hein, donc il faut qu'il soit costaud, hein, le cœur. C'est sûr, il faut qu'il soit costaud, notre petit cœur, hein, puisque ça peut arriver hein, qu'il y a des petites pannes, comme on dit, des petits problèmes. Alors, quand ça arrive, hein, en fait, c'est comme une voiture. Il faut l'emmener chez le mécanicien, et le mécanicien du cœur, c'est le cardiologue, voilà. Et donc, je vais te donner quelques petits exemples de panne, entre guillemets. Alors, il y a l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde, etc., etc. Mais pour en savoir plus, eh bien, une équipe d'NCTV s'est rendue dans un cabinet justement de cardiologie, c'était du côté de Bourail. Et là, on a pu suivre donc une personne qui venait donc pour une consultation et c'était une première visite. Alors, si tu veux bien, on va suivre le reportage de Aurélie Chiran. Les populations finalement qui nous sont adressées dans la grande majorité des cas par le médecin généraliste, voire par d'autres spécialistes de Bourail, sont constituées, on va dire, d'une population jeune par rapport au rhumatisme articulaire aigu, cette pathologie infectieuse liée au streptocoque qui finalement atteint même les enfants dans le jeune âge. Bien sûr, nous assurons le suivi ensuite de ceux qui ont été dépistés positifs et qui méritent une surveillance notamment échographique. Le cœur est un muscle qui, à chaque contraction, émet un petit courant électrique qu'on va analyser sous différents aspects, sous différents angles avec les électrodes, de façon à constituer un électrocardiogramme. Voilà. Ça, c'est un électrocardiogramme standard avec 12 dérivations, plus une dérivation de rythme qui s'inscrit en bas. L'électrocardiogramme permettra de savoir, déjà par rapport à ce que cette patiente nous avait exprimé, si le trouble du rythme est permanent ou du moins s'il est visible au moment où on fait l'enregistrement. Ensuite, la morphologie du tracé va nous donner des informations aussi sur l'état des artères coronaires, va nous donner également des informations sur l'état des dimensions cardiaques. Une hypertrophie du ventricule gauche, par exemple, va se traduire sur le plan électrocardiographique. Pareil si une oreillette est augmentée de volume. Ce sont les principaux axes qui permettent de bien, je dirais, individualiser l'électrocardiogramme dans la démarche cardiologique. Pour cette population, généralement, l'examen clinique, l'électrocardiogramme et l'échographie sont la base, je dirais, de discussion et de comparaison, généralement d'une année sur l'autre, de leur pathologie. Parallèlement à cette population jeune, nous avons la grande majorité tout de même de nos patients qui sont plus âgés, avec une moyenne que l'on pourrait situer autour d'une soixantaine d'années, qui sont constitués par des gens qui ont généralement eu une maladie cardiovasculaire, soit de découverte récente, soit même de découverte au cabinet parfois. Voilà, donc après vous avoir interrogé et fait votre électrocardiogramme, on va procéder à l'examen clinique, c'est-à-dire l'auscultation pour commencer. Voilà, on verra ensuite votre cœur dans un deuxième temps à l'échographie.
On retrouve dans cette population les insuffisants coronariens ou les gens qui ont de multiples facteurs de risque d'avoir une maladie coronaire ou une maladie artérielle au sens large. Je pense notamment aux diabétiques, aux hypertendus, aux dyslipidémiques, en sachant que de nombreux patients, malheureusement, cumulent tous ces facteurs de risque auxquels on peut ajouter également le tabagisme, l'excès de poids, qui est un petit peu endémique ici aussi. Je palpe les artères sur les extrémités, au niveau des chevilles, pour s'assurer que les battements passent bien, que la circulation artérielle est de bonne qualité. Ce sont des patients qui ont soit une maladie artérielle avérée, soit de multiples facteurs de risque. Et là, donc, bien sûr, nous assistons le plus possible préventivement, à la fois par les traitements, les conseils diététiques, l'orientation éventuelle vers les diététiciens ou les endocrinologues quand cela est nécessaire. Et puis, nous servons aussi de marqueurs pour dépister, et à travers les épreuves d'effort, notamment pour la maladie coronaire, à travers les échodoppler pour la maladie vasculaire périphérique, les artères carotides, les artères des membres inférieurs. Voilà, donc on fait passer les ultrasons entre les côtes, entre les structures osseuses, de façon à pouvoir former des images du cœur qui se trouve juste derrière. Là, nous sommes en train de calculer la puissance de contraction du ventricule gauche, la fraction d'éjection du ventricule gauche. Voilà, c'est un petit peu comme si on calculait la puissance du moteur sur un véhicule. Voilà, c'est une comparaison un peu osée, mais qui est assez imagée et qu'on comprend bien. Voilà, nous avons ainsi un pouvoir de screener un petit peu les patients qui pourront ensuite aller à Nouméa pour des examens complémentaires plus approfondis et pour les traitements appropriés si nécessaire. Pour cette patiente chez laquelle on a observé des troubles du rythme cardiaque lors de l'examen réalisé chez le pneumologue, dans la mesure où l'examen clinique, électrocardiographique et échographique d'aujourd'hui s'est avéré dans les normes, on peut lui proposer effectivement d'enregistrer son rythme cardiaque sur 24 heures grâce à ce qu'on appelle un Holter ECG afin de mieux identifier ces troubles du rythme et voir si potentiellement un traitement serait éventuellement nécessaire. Voilà, donc Anna a surveillé de près notre petit cœur, c'est important. Oui, et dès le plus jeune âge, puisque justement, il y a une maladie qui touche majoritairement les enfants et les adolescents, qui s'appelle le RA. Le RA, c'est le rhumatisme articulaire aigu, et donc voilà, touche les enfants et les adolescents, mais ça arrive quand même qu'il y a une poussée aux environs vers 35 ans. Donc ça, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc le RA, c'est une maladie qui touche les articulations, voilà, tous les coudes, les genoux, les poignets, les chevilles, et puis surtout le cœur. Donc voilà, les articulations et aussi le cœur. Et la cause d'un RA, c'est tout simplement un mal de gorge qui a été mal soigné. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Et puis évidemment, on va revenir aussi sur l'alimentation, faire attention à son alimentation, manger équilibré, et puis aussi avoir une activité physique, ça aussi on le répète quand même assez régulièrement. Et puis voilà, éviter tout surpoids. Et puis comme on le répète aussi à chaque fois, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant si il y a un petit souci, vous remarquez quelque chose, voilà. Plus le problème est détecté tôt, et mieux il est soigné. Voilà, et comme j'écoute bien l'émission de Anna, encore un petit conseil avant votre consultation, préparez-vous. Donc en vous renseignant par exemple s'il y a des antécédents familiaux, s'il y a quelqu'un dans la famille qui a été touché par un accident, donc cardiovasculaire, cardiaque ou encore cérébral, et puis surtout à quel âge, et puis pensez aussi à apporter vos analyses de sang faites dans l'année, et puis qui indique justement votre taux de cholestérol ou encore de glycémie. Puis prenez également les résultats de vos analyses d'urine. Et si vous suivez un traitement médical, faites la liste des médicaments qui vous sont régulièrement prescrits. Voilà tous les petits conseils pratiques avant une consultation. Tu vois, ça veut dire que je t'ai bien écouté dans ta rubrique. C'est très bien ça, Élise. Merci. Et puis merci pour les petites précisions. Et puis je te dis à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, toujours à la même heure, pour l'émission La Quotidienne.